Alors, je sais que c'est une heure un peu compliquée, 14 heures, donc je vais essayer de vous maintenir éveillé. Ça sera mon défi du jour. Je viens avec beaucoup d'excitation parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie de transmettre. J'ai un besoin de transmettre qui est assez fort chez moi. J'ai aussi un peu de stress aussi. Voilà, c'est la première fois que je me conf dans un amphi. Vous êtes pas mal, je suis enregistré. Et c'est la première fois que je donne cette conférence. Je me suis donné le défi cette année de faire les différents Agile Tours avec une conférence différente à chaque fois. Donc voilà, on va s'amuser. Alors pour commencer, comme d'habitude, un petit merci à tous nos sponsors. Un grand merci à tous nos sponsors. Grâce à eux, cet événement existe et je peux vous donner cette conférence. Donc merci à eux. Je me présente rapidement, puisque le thème était l'Agile, l'aventure dont vous êtes le héros. Voici ma fiche de personnage. Puisque j'ai vécu dans ma jeunesse aussi dans l'agilité et dans le jeu de rôle. Donc voilà. Donc je m'appelle Pascal Gilles, je suis coach agile et coach pro. Voilà, j'ai un certain nombre de compétences que j'aime bien mettre à l'œuvre dans mes missions. J'ai fait pas mal d'analyses transactionnelles. J'aime beaucoup la spirale dynamique. J'utilise l'énéagramme aussi pour voilà, connaître un peu les personnalités des gens, etc. La systémie pour comprendre les environnements dans lesquels j'évolue. Et la communication non violente, j'en parle en dernier, mais c'est vraiment ce qui me touche le plus en ce moment. Et j'essaye vraiment de véhiculer cette notion-là. Et on va en parler dans cette conférence de toute manière. Et j'appartiens à un cabinet de conseil qui s'appelle Reactive. Voilà, nous sommes une trentaine de personnes, beaucoup de coachs agiles. Et j'ai choisi ce cabinet notamment parce que, voilà, Agile is not enough. C'est vraiment une conviction que j'ai. C'est que dans nos missions et dans nos transformations, en fait, c'est pas juste d'être expert en agilité, de comprendre les frameworks et tout ça. C'est aussi d'apporter d'autres compétences au service des transformations. Voilà, de comprendre la systémie, les relations entre personnes, comment on fait évoluer une équipe en tant qu'équipe, etc., etc. Donc il y a plein d'autres compétences qui vont nous servir au code de transformation. Voilà pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent déjà? Ouais, Gwenaël. Ok. Ok. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi une chaîne YouTube et je suis pas mal actif sur LinkedIn. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous auriez pu voir dans mes articles ou mes vidéos. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire cette conférence? Déjà, le thème, effectivement, de l'Agile Tour m'avait beaucoup attiré. Et je me rends compte que, et je vais parler beaucoup de moi, vous allez voir, que d'aller dans une transformation, c'est aussi quelque chose qui est une aventure et qui peut être un petit peu dangereux pour soi, déjà. Parce qu'on va rencontrer tout un tas d'obstacles et on n'est pas toujours bien préparé, on ne sait pas toujours poser les bonnes questions et on a envie de changer le monde. Parce qu'on est comme ça, nous les coachs, on aime bien changer le monde et croire que tout le monde va atteindre notre vérité. Et des fois, on est un peu déçu et des fois, c'est un petit peu dur à vivre. Donc voilà, donc je vais dérouler une conférence qui va parler de ça. Et le but, c'est que je vous explique un petit peu, moi, mes tips autour de ça, comment y aller de manière sereine et puis de pouvoir vivre les choses d'une part pleinement et aussi en conscience. Et voilà. Pour le cadre, si vous avez des questions, vous avez le droit de les poser pendant mon intervention, d'accord? Et pas juste à la fin, parce qu'il y a des moments qui sont propices pour ça, donc allez-y. Et pour moi, c'est OK. OK? Il y a une résonance? OK. Ah, c'est pour les questions. Très bien. OK. Alors, avant de commencer, pour vous réveiller un peu, j'aimerais bien savoir qui est dans la salle. Et pour ça, je vais vous poser quelques questions et j'aimerais bien que vous me répondiez. Déjà, est-ce qu'il y a des Nantais? Yes! Bon, cool. Est-ce qu'il y a des étudiants? J'ai l'impression qu'il y a des étudiants dans cette salle. Yes! OK. Je vais m'adapter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en cours de transformation dans une entreprise, qui participent à ça? OK. Est-ce qu'il y a des coachs agiles? OK. Est-ce qu'il y a des Scrum Masters? OK. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'agilité?
Non, non, mais on peut venir aussi en curieux et voir ce qui se passe. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok, merci à vous. Alors, on utilise des termes un peu génériques. On dit il y a des coachs agiles, il y a des Scrum Masters, il y a des responsables de transformation, il y a des transformers, il y a des champions du changement, il y a des agents du changement, il y a des managers, etc. Enfin, il y a plein de noms pour dire plein de choses. Et chacun, quelque part, a son style. Et c'est chouette, parce que c'est notre différence qui fait aussi notre force et qui permet aussi d'apporter des choses différentes dans les transformations, différents points de vue, différentes expertises, différentes affinités, appétences. Donc chacun se reconnaîtra sûrement dans un de ces personnages de Navelbuck. Hein. Oui, non. Ok. En tout cas, vous voyez, ils ont tous une certaine crainte quand même à y aller. Hein, ils ne savent pas trop où ils vont mettre les pieds. Et il y a sûrement des pièges à éviter. Bon, peut-être que là, on a un produit safe, mais bon. Ok. Ce que je vais vous proposer, c'est d'avancer un petit peu dans ce qui va pouvoir vous aider pour aborder une transformation sereinement. Et encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment on fait une transformation. D'accord ? Le but, c'est vraiment de regarder ce qui va vous aider, vous, en tant qu'agent du changement, je vais utiliser ce terme, hein, qui regroupe les coachs, etc., pour vous soutenir et que vous vous sentiez bien dans ce que vous faisiez. D'accord ? Alors, moi, en termes de soutien, déjà, la plupart du temps, je me trouve ce qu'on appelle un superviseur. D'accord ? Donc, le nom vaut ce qu'il vaut. Hein, c'est un mot qui vient notamment du coaching pro, mais aussi en psychologie, où dans notre pratique, en fait, on est obligé de consulter quelqu'un qui a un statut de superviseur et qui va nous soutenir dans ce qu'on fait pour qu'on puisse continuer à grandir, à prendre du recul et aussi à s'apercevoir qu'on est peut-être dans quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être, en fait. D'accord ? J'ai mis une photo de Gandalf, un grand sage, etc. Mais surtout, n'y voyez pas du tout, comment dire, on a une image parfois, une forme de hiérarchie entre le superviseur et le supervisé. D'accord ? Pour moi, et notamment pour les coachs agiles, il n'y a pas forcément lieu d'y avoir quelqu'un qui soit plus compétent que vous, plus senior que vous, etc. Mais quelqu'un qui a ces compétences-là, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir de l'écoute, parce que des fois, ce qu'on vit sur nos projets, on a besoin de le déposer, parce que c'est pas simple. On vit quand même des choses où on va essayer de pousser des gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas toujours envie, des injonctions des managers qui sont parfois contradictoires. Enfin voilà, il peut y avoir de la souffrance aux endroits où on va, et nous, en tant que coach, on est très sensible à ça la plupart du temps. Donc, c'est quand même bien de pouvoir déposer ça et d'avoir quelqu'un qui vous écoute là-dessus et qui vous soutienne. D'accord ? C'est aussi une personne qui est capable, comme elle n'est pas sur votre mission, de pouvoir aussi se donner son regard extérieur et dire là, mais attends, tu es en train de faire ça, etc. Oui, mais tu comprends le contexte. Non, non, mais hors contexte. Tu vois, ce qui est en train de se passer là, c'est quand même quelque chose qui. OK ? Donc, un regard extérieur et du mentoring, dans le sens où cette personne va pouvoir apporter des expériences extérieures, des apprentissages extérieurs, etc. OK ? C'est ces trois compétences que moi, j'ai recherché chez un superviseur. Pardon. Là où j'introduis un peu la communication non violente, d'accord, c'est que la plupart du temps, j'essaye aussi d'apporter cette compétence aux gens qui m'entourent pour leur apprendre à avoir une écoute de qualité, en fait. Alors, c'est quoi une écoute de qualité ? C'est d'abord une écoute silencieuse, d'accord, où on ne vient pas apporter ses propres projections, ses propres peurs, ses propres croyances, ses propres jugements, etc. D'accord ? Donner de l'espace à la personne que vous écoutez, ça c'est très important. Faire de la reformulation pour avoir un effet miroir, pour que la personne se rende compte de ce qu'elle est en train de raconter. D'accord ? Du questionnement sur ce que vit comme émotion la personne, avec une belle faute d'orthographe. En CNV, on est très intéressé par l'émotion, en fait.
ce qui se passe dans le corps de la personne plutôt que dans la tête. D'accord? Et de pouvoir aller chercher au fond de la personne quelles sont ses motivations intrinsèques, quels sont les besoins qu'elle a envie de remplir et tout ce qu'elle a du mal à vivre en ce moment et comment on peut l'aider à vivre les choses d'une autre manière. D'accord? Donc on va vraiment venir s'intéresser aux émotions des gens et du coup d'essayer de capter qu'est-ce qui est important pour elle en ce moment en fait. Pourquoi là aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe mal pour elle? Pourquoi elle le vit mal, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est les bases de la communication non violente, hein, observation, sentiment, besoin, demande. Derrière, dans les supervisions que je peux donner ou que je peux recevoir, généralement, c'est quelque chose que je demande, c'est d'avoir de l'écoute, de la reformulation, et qu'on vienne me chercher un peu sur mes émotions, et du coup, sur ce que je vis réellement. D'accord? Quelque chose d'authentique. Et ça fait vachement du bien, en fait. J'ai retrouvé ce manifeste dans mes archives et je trouvais que c'était super intéressant. Je vous le pose là parce que je le trouve très intéressant et ça contribue un petit peu à ça, toujours dans la supervision, mais aussi dans vos actes de coaching éventuellement. C'est une pratique de slow thinking, hein, c'est-à-dire de se ralentir, plutôt que d'aller chercher des solutions sans arrêt toutes prêtes pour les autres, de se poser des questions, d'accord? Des questions avant des réponses, des observations avant des évaluations, un changement de perspective plutôt que des points de vue, et puis voilà, self-reflection avant la critique. D'accord? Donc quand vous écoutez quelqu'un, c'est des choses que vous pouvez mettre en œuvre, c'est que plutôt que de pousser des choses qui vous appartiennent, c'est d'être vraiment présent pour les autres. D'accord? Et ça va vous donner quelque chose de qualité, quelque chose qui est soutenant, quelque chose qui est agréable à vivre. D'accord? Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit: «Ah ouais, mais moi ça m'est déjà arrivé» et puis: «Ah, tu te rends pas compte de tout ce qui va se passer» et puis, en fait, vous allez vous enfoncer plutôt que d'être élevé, en fait, quelque part et soutenu. D'accord? La base de l'écoute, c'est d'abord de recevoir de la compréhension et de recevoir ce que j'appellerais un accusé de réception. D'accord? «Ah oui, en ce moment, je vis ça» et cetera et cetera. «Ah oui, c'est dur ce que tu vis». Effectivement, c'est compliqué, hein, ta situation. Et à partir de là, vous avez donné quelque chose de précieux à l'autre. Hein, vous avez donné de la reconnaissance et de la compréhension de ce qu'il vit. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien ce manifeste qui dit, voilà, avant de donner des réponses, posez la question à la personne de comment elle va, de qu'est-ce qu'elle vit, de ce qu'elle a besoin. D'accord? Et vous allez ne sortir de la posture de sachant. OK? C'est pour ça que je dis, en tant que superviseur, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit avec une expérience folle, un Gandalf qui a vécu 150 ans derrière ses livres, etc. Vous pouvez prendre quelqu'un, voilà, qui a ses qualités d'écoute, d'attention, de présence, et qui saura vous soutenir quand ça va mal, en fait. Pas quelqu'un qui vous apportera que des réponses. Mon deuxième point, c'est être clair sur ses attentes. Quand je démarre une transformation, je me pose quelques questions aussi de qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant cette transformation. Donc, dans les attentes que j'ai notées, hein, les plus courantes, c'est brûler le système. Ah bah, le cycle en V, ah bah, je ne sais quoi, ah bah, voilà, brûler le système. Protéger les équipes. Changer les dirigeants. Ah bah, le roi mauvais, méchant, qui a capturé encore je ne sais quoi, etc. S'enrichir avec le trésor. Qui est aussi une attente tout à fait noble et respectueuse. Hein, l'argent, ça fait le bonheur. Alors, je les ai marqués de cette manière-là, mais vous remarquez, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la transformation, quand je dis brûler le système, c'est vrai que des fois, on a à cœur d'arriver sur une mission et se dire, on va tout remplacer, tout ce truc-là que je considère comme étant de la merde, par quelque chose qui est beaucoup mieux et qui s'appelle Scrum, qui s'appelle Safe, qui s'appelle je ne sais quoi. D'accord? Donc, c'est là où pour ça que je parle de brûler le système. Protéger les équipes, c'est, vous allez voir dans vos transformations aussi, il y a parfois de la souffrance dans vos équipes parce qu'ils sont malmenés, parce qu'on leur demande de livrer des choses à des dates qui ne sont pas possibles à tenir, etc., etc.
et vous aviez envie qu'ils se sentent bien, et qu'ils soient motivés, et qu'ils soient heureux, et qu'ils machin, etc. Donc ça peut être une motivation aussi. Changer les dirigeants, hein, on sait que souvent dans les transformations, le plafond de verre s'arrête souvent aux managers auxquels on n'a pas accompagné, ou en tout cas qui font de la résistance parce que leur poste est très important, etc. etc. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'agilistes qui n'aiment plus ce mot manager, et du coup, voilà, limite, on veut brûler les dirigeants. Et sans enrichir le trésor, bah, des fois, on va en mission parce que il faut bien vivre, hein. Donc voilà, et c'est OK. Non, mais je veux vraiment déculpabiliser là-dessus. Des fois, on fait des missions parce qu'à un moment donné, il faut aussi toucher un salaire, quoi. Donc, des fois, notre seule intention, c'est voilà, d'aller quelque part, même si on sait qu'on ne pourra pas changer les choses, au moins, voilà, on sera payé. Ah, j'ai une question ici. Oui. Est-ce que tu présentes ce slide à tes clients? Bah, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent. C'est un jeu, hein, de toute façon, hein, on sait très bien ce qui se passe derrière. Hormis la blague, moi je connais des clients qui achètent des coachs agiles pour montrer qu'ils ont lancé une transformation, mais qui n'ont pas forcément envie du changement. Donc en fait, ça soutient l'homéostasie quelque part. Regardez, j'ai financé des coachs agiles, j'ai un centre agile. Voilà, c'est cool. Mais c'est pas pour ça qu'on va vraiment changer les choses. Okay, donc c'est un jeu de dupes. Donc voilà, il suffit d'être clair par rapport à ça. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis cette image? Les attentes, ça génère parfois un effet un peu coup de poing, parce qu'il y a un revers de bâton la plupart du temps. Et j'aime beaucoup cette citation d'un grand acteur qui s'appelle Antonio Banderas. L'attente est la mère de toute frustration. Alors, en hommage à une amie, hein, l'attente est la mère de toute frustration et aussi la mère de mes cousins. Voilà. Il fallait que je fasse cette blague, donc je l'ai faite. J'espère que vous avez compris. Très bien. Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant de voir là-dedans, c'est que quand vous mettez des attentes, en fait, si jamais les choses n'arrivent pas, ça va générer chez vous de la frustration parce que vous avez très envie de changer les choses, parce que vous avez très envie que ces managers ils aient un nouveau mindset, management 3.0, qui soit coopératif, qui lâche prise, qui rende les équipes autonomes, etc. Et ça n'arrive pas. Et il y a plein de fois où ça n'arrive pas. Okay, vous, tout seul, vous ne pouvez pas forcément changer le monde. Et ce qui fait que derrière, vous allez avoir des frustrations, en fait. Et les frustrations génèrent généralement de la colère mène au côté obscur. Merci. Au-delà de la blague, ça mène quand même à de la colère, de la tristesse, et parfois à une descente d'énergie, du coup. Parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire, en fait. Donc, plus vous placez d'attente, plus vous risquez de vous mettre en frustration, en fait. Je ne vais pas vous mettre comme conseil de vous dire sortez des attentes, mais quelque part sortez des attentes, en fait. D'accord ? Regardez ce qui est en votre pouvoir et prenez la responsabilité de ce qui est en votre pouvoir. D'accord ? Souvent, ce que j'aime bien faire comme exercice avec mes équipes, justement sur ce thème-là, c'est de catégoriser ce qui est possible de faire en 3 colonnes, qui sont les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, les choses sur lesquelles j'ai de l'influence et les choses sur lesquelles j'ai de l'impuissance. D'accord ? Une fois que j'ai catégorisé ça et que j'ai bien regardé mon système, eh ben, je peux reprendre le pouvoir sur ce que je peux changer. D'accord ? On reverra ça tout à l'heure, mais en gros, j'aime bien regarder quelles sont les limites de mon intervention. Et on va voir ça en détail un peu plus tard, mais j'aime bien découvrir les limites de mon intervention parce que ça me permet de sortir d'attentes qui sont trop importantes. Et quand j'ai des attentes trop importantes, je tombe vite dans la frustration. Alors moi, je suis un peu dans le yo-yo parce que j'ai beaucoup d'excitation. J'aime bien découvrir des choses, j'aime bien m'imaginer que je vais pouvoir être acteur du changement, que je vais pouvoir changer les choses, etc. Donc beaucoup d'excitation.
Et je tombe, du coup, rapidement aussi dans la frustration, parce que, bah, du coup, ça ne marche pas aussi bien que je le voulais, etc., etc. Mais je me connais et c'est OK. Je sais le gérer. Je sais remonter de ma frustration à l'excitation et puis redescendre éventuellement. Donc, moi, je me connais, donc je n'ai pas de souci avec ça. Mais en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de regarder un petit peu quelles sont vos attentes quand vous entrez dans un projet et de vous dire, et si jamais je ne peux pas? Est-ce que je le vivrai bien? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me démotiver? D'accord? Posez-vous la question et essayez de faire les choses en conscience. Ce sera vraiment le mot que j'essaierai de vous passer régulièrement dans la conf, c'est essayer de prendre conscience et de faire en conscience. OK? Et puis un jour tu oses, et puis un jour tu t'en fous, et puis un jour tu dis non, et puis un jour tu vis pour toi. J'aime beaucoup cette citation qui illustre très bien mon propos, je trouve. Et je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu embêtant, vous allez voir. Qui connaît le triangle Karpman? Ouais. Ok, pas tant que ça. Ça vient de l'analyse transactionnelle, théories qui ont été faites dans les années 60-70, qui décrit en fait des comportements de ce qu'on appelle des jeux psychologiques. Alors, comme vous pouvez le voir, le triangle a une pointe vers le bas parce que c'est quelque chose qui n'est pas stable. En fait, vous allez voir, vous allez osciller dans toutes les positions. Okay, et donc, il y a 3 positions qui sont sauveur, persécuteur et victime. D'accord? Vous avez quelqu'un qui commence à vous dire « Ah, en ce moment, ma vie, tout ça, et puis j'aimerais bien que quand je rentre le soir, blablabla. » Bon. On est dans la plainte, on est dans un début de jeu, et la personne se met en position de victime. C'est ce qui est généralement le plus connu. D'accord? Et vous avez son ami qui l'écoute et qui lui dit « Ah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, et puis moi, le soir, bah, je pourrais te raccompagner, du coup, tu rentrerais plus tôt, machin, etc. etc. » Okay, ça, c'est une posture classique. Quand on voit une victime, on a envie de la sauver. Et surtout les gens qui sont avec une tenue de coach ou qui ont envie de changer les choses, généralement, on a un gros S sur le ventre parce qu'on est des sauveurs un peu naturels. Du coup, quand on voit quelqu'un qui est en victime, on a envie de l'aider. Sauf que la victime, elle ne vous a rien demandé. Elle s'est juste plainte, en fait. Donc, vous allez lui faire des choses qu'elle n'a pas demandé, dont elle n'a pas envie. Et à un moment donné, il y a 2 solutions. Soit vous ne recevez pas de remerciements, et du coup vous allez dire « Oh putain, mais tous les soirs, je l'ai ramené, machin, pas un merci, pas un truc, pas un bidule. Et puis moi, je continue comme un con. Et puis, et là, en fait, le sauveur, il va passer en persécuteur. La victime va rester en victime, mais le sauveur va passer en persécuteur. D'accord? Donc on va entrer dans un joli jeu, encore une fois, où la victime aura le droit de bien se plaindre, parce que maintenant, elle a quelqu'un qui, en plus, elle lui a rien demandé. Et tous les soirs, elle vient le ramener. Bon, c'est bien pratique, mais c'est un petit peu lourd quand même, parce que du coup, elle n'a plus d'intimité. Et puis du coup, le soir, quand elle veut boire une bière avec un copain, bah, elle ne peut pas, parce qu'il y a un tel qui l'attend, et puis du coup, c'est un petit peu lourd, etc., etc. La deuxième, et vous voyez, du coup, là, je fais ma victime, je me plains, et en même temps, je dis, bah voilà, tu fais chier, quoi. Du coup, moi, le soir, je ne peux plus aller boire un verre avec mes amis, etc. La victime va passer naturellement en persécuteur. Et le sauveur va passer en victime. D'accord? Du coup, on va tourner de position sans arrêt, en fait. Parce qu'on aime bien jouer. Hein, c'est notre activité favorite, selon Eric Berne, les jeux psychologiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le métier de transformer, c'est de venir aider des gens, de sauver des gens, parce qu'ils vivent dans une entreprise qui fait des choses qui ne sont pas bien, en tout cas qui ne veillent pas à leur bien-être, ou à l'efficacité, ou à la performance, ou je ne sais quoi. Et vous, en tant qu'agent du changement, bah, vous avez une forme de vérité et vous allez aider tous ces gens-là. D'accord? Alors, vous êtes mandaté pour, donc il y a bien quelqu'un qui vous paye pour quand même. Malgré tout, les gens que vous allez aider, ils n'ont pas forcément choisi, en fait. D'accord? C'est tout d'un coup un directeur de système d'information qui va dire « Moi, je veux transformer toute ma population en agile. Ce projet-là, ils n'arrivent jamais à délivrer en temps et en heure. La solution, c'est de mettre de l'agile. » Et puis, comme il y a plein d'équipes,
on va mettre du safe, et puis on va utiliser un modèle Spotify, comme ça on va catégoriser les gens, etc. etc. Voilà, mais les gens, ils n'ont pas choisi en vrai. D'accord? Et donc, vous allez les accompagner, pas parce qu'ils vous l'ont demandé, mais parce qu'on leur a imposé, en fait. Ah, c'est pas une généralité, mais ça arrive souvent quand même que les gens, ils aient quand même pas trop envie de changer de leur confort et que vous allez venir les sauver alors qu'ils vous ont rien demandé. D'accord? Donc nous, dans notre position favorite, on est dans cette posture un petit peu de sauveur, parce qu'on voit plein de victimes autour de nous qui vivent mal les choses, des gens qui ne sont pas valorisés, des tech leads voilà, qui travaillent comme des bêtes et qui travaillent le week-end, etc., etc. Et grâce à l'agilité, on va leur permettre d'avoir des rythmes soutenables. Hein, c'est l'un des 12 principes, de rendre les choses soutenables. Okay ? Pourquoi je vous parle de ça, encore une fois? C'est aussi de prendre conscience de vous, où vous en êtes avec tout ça. Est-ce que vous êtes vraiment dans une posture où vous êtes vraiment altruiste, à l'écoute des gens, etc. Ou est-ce que vous avez envie de changer le monde et, quelque part, vous avez demandé la permission à personne? Hein, c'est juste de prendre conscience, en fait, de vous, où vous en êtes par rapport à ça. Et c'est super important. Une fois que vous avez pris conscience, vous pouvez reprendre la responsabilité et vous dire, est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux vraiment aider les gens? Est-ce que je peux leur demander ce qu'ils ont besoin? OK? Et du coup, je vous présente une petite boîte à outils pour sortir de ces jeux psychologiques, parce qu'à tout moment, en fait, vous avez le droit de sortir du triangle, en fait. Hein? Quand vous avez une gentille victime qui vous dit « Ah, blablabla, je vais pas très bien, et le soir, à chaque fois, je rentre tard, j'ai pas le temps d'occuper des enfants », vous n'êtes pas obligé de lui proposer une solution. Vous n'êtes pas obligé de la sauver. D'accord? Vous pouvez aussi lui donner de l'écoute en disant « Ah oui, c'est dur ta vie, effectivement, c'est compliqué. Est-ce que tu as envie que je t'aide? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ?» Et je lui donne la responsabilité, en fait, de sa vie. Si elle a juste envie de se plaindre, c'est OK. Je suis là pour l'écouter. Si elle a envie que je l'aide, eh ben là, dans ce cas-là, on sort d'une relation, en fait. On va dans quelque chose qui est plus authentique. Et on sort du jeu. Si elle m'a demandé quelque chose et que je suis OK pour le faire, eh ben tout va bien. Elle ne viendra pas me reprocher que j'ai fait quelque chose, alors que c'est elle qui me l'a demandé. Et moi, je ne viendrai pas rechercher des remerciements sur quelque chose que la personne ne m'avait pas demandé, donc tout va bien. Okay, donc je vais pouvoir me mettre à côté du triangle. Du coup, voilà, je vous présente rapidement la toolbox qui sert à ne pas entrer dans le triangle de Cartman. Moi, en tant qu'agent du changement, est-ce que j'ai reçu une demande claire des équipes que j'accompagne? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que j'ai l'outillage, les conditions, enfin les moyens de pouvoir intervenir? Est-ce qu'à la fin, quelqu'un va me dire merci? Et il y a plein de manières de dire merci. Hein. D'accord? Est-ce que j'ai envie de le faire? Alors ça, c'est une question qu'on ne se passe pas toujours. Moi, je sais qu'en tant que sauveur expérimenté, j'ai un syndrome de l'abnégation. C'est-à-dire que je préfère toujours la personne qui est en face de moi que moi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Donc, même quand j'ai pas envie de le faire, je trouve que c'est plus important d'aider l'autre. OK? Voilà, moi je me connais, je sais mes failles. Donc, j'essaye de me guérir, c'est pas facile, mais en tout cas, voilà. Ça fait partie des questions, c'est est-ce que j'ai envie de le faire et est-ce que je suis obligé de le faire? C'est le truc, si j'ai pas envie de le faire et que je suis pas obligé de le faire, voilà. Bon, des fois, on a un mec, un mandataire qui vous dit il faut. Donc c'est un peu compliqué, mais posez-vous la question. Et à un moment donné, pendant qu'on est dans le triangle, et ça devient un peu insupportable, bah pour sortir de ça, en fait, le conseil, c'est de revenir un peu d'empathie et d'arrêter d'être sur moi, ce que j'ai envie de faire pour toi, mais qu'est-ce que l'autre a besoin, en fait. D'accord? Arrêter d'être dans la posture du sachant et être dans quelque chose de plus doux, en fait. Quel est son problème? De quoi il a besoin? De quoi il souffre? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme attitude pour l'aider à résoudre elle-même ses problèmes, cette personne? D'accord?
Et puis voilà, si j'ai besoin de reconnaissance, quel autre moyen ai-je de l'obtenir? Ça, c'est intéressant typiquement. Moi, je sais que comme toute personne a besoin de reconnaissance, hein, à des niveaux plus ou moins importants. Moi, j'ai besoin de recevoir beaucoup d'amour. Je le sais. Et du coup, je fais plein de choses pour les autres. Mais par exemple, j'ai un besoin très fort de transmission et je sais que dans la mission où je suis, je ne peux pas le faire. Parce que, voilà, on est très occupé à mettre en place des procédures, à mettre en place Jira, à mettre en place et cetera, et donc on a peu de temps pour la transmission. Donc je trouve d'autres moyens de faire de la transmission et de remplir ce besoin de reconnaissance autour de la transmission. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est mon choix. D'accord? Donc ce qu'on appelle, j'ai des besoins, quelles sont mes stratégies pour atteindre mes besoins? Et souvent, on est très focalisé sur une stratégie unique, parce qu'on sait que celle-là, elle est facile à faire et on va pouvoir la remplir. Et on se pose rarement la question de savoir comment je pourrais nourrir ce besoin d'une autre manière. Donc pareil, la reconnaissance, est-ce que c'est en aidant la personne qui n'a rien demandé que je vais avoir de la reconnaissance, ou est-ce que je peux avoir de la reconnaissance d'une autre manière? D'accord? Et à moi d'être créatif et inventif autour de ça, puis d'aller chercher autre chose ailleurs. Triangle de Karpman. Est-ce que vous avez des questions? Profitez, hein. Où j'ai été très clair, où vous êtes très endormi, où c'est très inintéressant. Je continue alors. Alors, là, c'était déjà... Le premier point, c'était d'être soutenu, de trouver quelqu'un à l'extérieur que vous pouvez aller voir régulièrement ou quand vous en avez le besoin pour vous soutenir, parce que une transformation, c'est quand même assez dur et on a besoin de soutien. La deuxième, c'était de se dire, c'est quoi mes attentes? Et prendre conscience de moi, en fait. De quoi j'ai besoin, comment je fonctionne moi-même dans cet environnement et dans quelle posture je me suis mis. Donc, c'est prendre conscience de moi, alors je ne vais pas dire de mes défauts, mais en tout cas de mes schémas, de mes habitudes, et du coup de me dire, tiens, si ça m'arrive, c'est parce que j'ai provoqué quelque chose. D'accord? Si à un moment donné, mon équipe, elle me rejette, peut-être que j'ai voulu trop la sauver, et à un moment donné, elle en a marre. OK? Je vais vous parler d'un autre sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est la spirale dynamique. Qui est-ce qui connaît la spirale dynamique? Ouh! Peu de personnes. C'est une théorie qui est née dans les années 70 par un chercheur qui s'appelait Claire Graves et qui a été rédigée ensuite par ses assistants dans les années 90. Claire Graves, c'est quelqu'un qui a accompagné notamment Nelson Mandela. Donc voilà, pour appliquer ces théories, il a été sur le terrain. Et il y a un auteur qui s'appelle Frédéric Laloux qui a écrit Reinventing Organization, qui s'est appuyé sur ces théories pour écrire son propre livre. Donc, voilà, il l'a adapté un petit peu, il a choisi ses couleurs, il a choisi ses combats aussi. Mais en tout cas, ça s'inspire de la spirale dynamique. La spirale dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que globalement, on passe par un certain nombre de niveaux de conscience. Je vais aller assez vite, parce que la théorie, elle peut prendre du temps à expliquer. On passe par des niveaux de conscience. Et l'une des illustrations, c'est soit vous personnellement, soit les groupes et les organisations, voire les civilisations. D'accord? Donc on commence, on est tout bébé, on est beige, on n'a pas conscience du monde, on est tout seul. D'accord? Et on essaie de remplir ses besoins immédiats, d'accord? Qui sont la nourriture, la sécurité, etc. Pour ce faire, ensuite, on va rejoindre un groupe et on va se mettre en tribu. Et donc là, notre connaissance du monde augmente et en même temps, elle reste un petit peu magique. C'est-à-dire qu'on imagine que les choses arrivent parce qu'il y a des entités derrière qui font que ça arrive. Le soleil se lève parce qu'il est tiré par un chariot tous les jours, par un dieu, pour passer dans le ciel. D'accord? Donc là, c'est quand on est bébé, là, c'est quand on a 2-3 ans. Le rouge, c'est la période du non pour l'enfant. C'est quand on commence à être un peu violent. On rejette le groupe et on retrouve son individualité. Et on prend les choses par la force parce que c'est le meilleur moyen de l'avoir. Donc souvent, on cite l'Empire romain comme exemple aussi, qui était rouge. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai envie du pouvoir, je bute le mec et puis je prends sa place. C'est le moyen le plus efficace, le plus simple de le faire. OK ?
Ensuite, on a le bleu, hein, qui est de nouveau un niveau collectif, on passe toujours d'individuel à collectif, qui est l'apparition de l'ordre moral. On donne des règles et on définit ce qui est bien et mal. D'accord ? Dans notre histoire, notamment, c'est l'apparition des grandes religions qui nous permettent de mettre des limites entre ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Et les enfants, notamment, c'est quand ils arrivent à l'école, on commence à leur dire, non, en fait, frapper ton petit camarade pour avoir des bonbons, c'est pas bien. Et tu vas aller au coin. Okay ? Donc, dans l'ordre moral, il y a le respect des règles, qui est très fort, le respect du livre, qui est très important. Et du coup, la peur aussi d'être rejeté du collectif. Ensuite, on arrive dans un niveau qui est orange. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on vit avec le capitalisme, l'industrialisation. C'est un niveau qui est de nouveau individuel, où on va essayer de réussir et tous les moyens sont bons, qu'ils soient scientifiques, militaires, industriels, etc. L'important, c'est de réussir. C'est la méritocratie, c'est etc., etc. OK ? Le vert, c'est de nouveau un niveau collectif. Et là, c'est notre aspiration à revenir dans quelque chose qui donne du sens. Où il n'y a plus de chef, parce que tout le monde est égaux. Et l'émotion et le bien-être sont des préoccupations très importantes. OK ? Bon, le jaune, il n'est pas très connu, parce qu'il n'est pas très peu expérimenté. Là, on arrive dans quelque chose de nouveau individuel, où la personne trouve un peu insupportable d'être noyée dans le collectif, va retrouver son individualité, va accepter le leadership et dire, voilà, à un moment donné, je deviens leader parce que c'est nécessaire. Et si à un moment donné, c'est plus nécessaire, je rends mon poste parce que moi, je m'en fous d'être chef, mais par contre, j'ai d'autres trucs à explorer et j'ai envie d'être excité tout le temps. Et j'ai une vision un peu holistique, systémique de ce qui se passe. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, dans les entreprises dans lesquelles on intervient, on va être sur des mix bleu, orange, vert, on va dire. Okay ? Mon expérience, par exemple, de travailler dans les services publics, pour moi, c'est des expériences qui ont été plutôt bleues. C'est-à-dire que le processus est plus important que le résultat. Hein, on a mis en place une forme de safe. Bon, on sortait 2 ou 3 US par PI. Donc, tous les 3 mois, on sortait quelques US. Mais en tout cas, les chefs étaient super contents parce qu'on avait, je ne sais plus combien de rétros par incrément. On faisait les sprint planning, il durait autant de temps, tout le monde a été formé, etc. On respectait le processus. Et ça, c'était vraiment super important. Et il n'y avait pas d'autre enjeu, en fait. D'accord ? Et sur ce projet, on était 80. Il y avait 2 équipes de développeurs. Il y avait 10 développeurs. Vous voyez ? Donc l'important, c'était la forme, en fait. Ce n'était pas du tout le fait d'être efficace ou de produire, etc. OK ? Les entreprises orange, c'est des entreprises qui marchent vraiment à la méritocratie. Alors effectivement, dans les systèmes publics, en plus, la méritocratie n'existe pas vraiment, puisque vous évoluez avec l'expérience ou en passant d'échelon parce que vous avez passé des concours. Donc ce n'est pas tant la valorisation de votre travail, en fait. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. En orange, on va tout faire pour devenir chef. On va tout faire pour écraser l'autre, pour monter au-dessus de lui. On va tout faire pour avoir de la performance. On va tout faire pour avoir des KPI, des bons KPI, d'accord, qui soient bien verts, même si derrière, ça ne veut rien dire. Mais on a des bons KPI à montrer au chef, etc. etc. Okay ? Donc ça, c'est la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens. Ils sont soit bleus, soit orange, soit en transition, soit dans quelque chose de différent. Enfin bref, il y a quand même, au-delà des couleurs, vous voyez, il y a un bleu très prononcé, un peu d'orange, un bleu moins prononcé, beaucoup d'orange, du orange, un petit peu de vert, etc. Je ne connais pas d'entreprise verte aujourd'hui. J'en ai pas rencontré, c'est mon expérience. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, c'est surtout... il y a quelques entreprises qui sont en allocratie quand même, mais ça reste des petites structures, à mon sens, ou des endroits associatifs où on peut faire du vert. Okay ? C'est une aspiration. En tout cas, j'ai remarqué que beaucoup d'agilistes sont dans un niveau de conscience qui est plutôt vert. C'est-à-dire, on n'aime pas la hiérarchie, on s'accorde beaucoup à passer du temps à ce que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font, à donner du sens aux gens dans ce qu'ils font,
Et parfois, on place même des OKR pour leur expliquer qu'il faut donner du sens à l'entreprise. D'accord? Et pour moi, c'est ce niveau vert, en fait. Là où les OKR ont le plus de chances d'avoir un terrain fertile, c'est dans le vert. J'en parle parce que Laurent est là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans les autres. Je dis juste que le terreau le plus fertile est là. Okay. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet pour vous dire, moi, en tant qu'agiliste, je me ressens beaucoup là-dedans. Du coup, quand j'interviens dans une entreprise qui est bleue, en fait, ça me consomme beaucoup d'énergie. Ça me consomme beaucoup d'énergie de redescendre à des niveaux plus bas. D'accord? Ça me consomme beaucoup d'énergie de me dire, tiens, mes valeurs, moi, c'est ça, c'est le bien-être, c'est la hiérarchie flat, c'est l'autonomie, l'autogestion, le fait qu'on se sente bien sur le projet, etc., etc. Tout ça, c'est mes valeurs. Et quand j'en viens quelque part ici et qu'on me dit, Pascal, moi, l'important, c'est qu'on ait un workflow à 50 étapes dans Jira pour bien suivre qui a fait quoi, avoir l'historique de chaque personne qui a modifié le ticket, avoir des circuits de validation très importants, etc., ça me fait mal. et c'est dur à vivre. Et en même temps, j'ai de la compréhension pour ces gens parce qu'ils sont à ce niveau de conscience, en fait. Et c'est à moi de m'adapter, c'est pas à eux de monter, en fait. Eux, ils savent même pas ce que ça veut dire, les niveaux au-dessus. Ils comprennent même pas, en fait. Ils savent pas. D'accord? Donc, c'est à moi de m'adapter. Et du coup, l'adaptation, la suradaptation, ça consomme de l'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie. OK? Une question Oui? Ici, je suis confrontée au même type, on va dire, de difficultés. Je me demande parfois si essayer de s'adapter justement à ces personnes-là, ce n'est pas quelque chose qui va impacter vraiment ce qu'on peut apporter de mieux, puisque ce qu'on va apporter de mieux, c'est en tout cas pour ma part, c'est quand je suis en accord avec mes valeurs. Ouais. Donc, j'ai parfois de juste décider par moi-même de juste sortir quand j'ai vu que le gap était trop grand. Eh bien, vous avez raison. Et en fait, tout dépend de votre niveau d'énergie et de votre capacité à supporter ça. Et c'est pour ça que j'en parle, justement. Tu as bien raison. Si à un moment donné, le gap est trop important, en fait, sortez, vous allez vous sentir mal. Et sinon, je vous proposais autre chose. La nécessité de se ressourcer. Je vais passer très vite là-dessus, c'est quelque chose que j'ai écrit. C'est-à-dire, voilà, il y a des moments de l'entreprise où vous pouvez mettre en place des choses et des moments où c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc essayez de mettre des OKR dans un endroit où vous êtes dans du bleu pur, c'est très compliqué. Il faut d'abord apporter de la sécurité psychologique, éventuellement un peu d'intelligence émotionnelle pour emmener les gens quelque part, leur donner du sens, etc., etc. Bon, je passe vite parce que je n'ai pas le temps. Moi, ce que je voulais présenter, c'était ça, c'était la taverne. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Mais sinon, tu peux m'écrire sur LinkedIn, je t'enverrai les slides, j'ai pas de souci avec ça. Ça sera avec plaisir. Pour n'importe qui, d'ailleurs. La taverne, parce qu'on revient toujours un petit peu à l'aventure dont vous êtes le héros. Moi, ce que je vous conseille dans ces endroits, et même si vous n'êtes pas en très grande différence avec votre propre niveau, toujours pareil, ayez conscience de qui vous êtes, de quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, etc. Et de ce qui se passe dans l'entreprise et de ce que vous êtes capable de faire ou pas faire. D'accord? Et si vous voyez qu'il y a de l'impuissance, allez dans votre taverne. Dans votre taverne, retrouvez vos coéquipiers coach, vos amis coach, vos amis, je ne sais pas quoi, vos amis, voilà, qui sont du même niveau que vous et qui vont permettre d'avoir de l'écoute, de refaire le monde. Et ça, j'ai remarqué que c'est un truc hyper important et qu'on ne prend pas suffisamment le temps de faire. Refaire le monde. Allez sur une terrasse, allez boire une bière, refaites le monde avec vos copains. Ça donne de l'espoir. Venez dans ces conférences ici et vous voyez qu'il y a des choses qui ont marché ailleurs. Ça vous redonne de l'espoir. Ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir l'appliquer sur votre mission actuellement, mais ça vous redonne de l'espoir. L'espoir, ça donne de l'énergie, ça donne de la conviction, ça donne de l'excitation. Refaites le monde. Régulièrement, refaites le monde. Mais ayez conscience que vous êtes en train de refaire le monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le faire. D'accord?
mais refaites le monde. Et partagez, transmettre. D'accord? Moi, il m'est arrivé ci, comment t'aurais fait, blablabla, tiens, j'ai acquis telle compétence, blablabla, etc. Partagez et transmettre. On va arriver à la fin. Je vais vous donner, du coup, un petit peu ma démarche de ce donjon, parce qu'au départ, on était bien dans donjons et transformations. Mon conseil, c'est de faire un peu la cartographie avant de commencer, de vous lancer dans une mission de ce type-là, dans une transformation ou dans une mission d'accompagnement, etc. OK? Déjà, faites un diagnostic un petit peu de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Quel est son niveau de spirale, qui a envie de faire quelque chose, quelles sont les pratiques déjà mises, etc. Faites un premier diagnostic. Vérifiez l'ambition réelle. D'accord? Allez sur le terrain. Allez faire un gemba, allez voir les gens et dire mais qu'est-ce qui est vraiment possible? Quelle est l'ambition réelle? Et pas juste le jeu politique. Et ça, c'est super important. Ça va vous donner aussi votre niveau de puissance et de contrôle sur ce que vous allez pouvoir faire. Hein, c'est très important. Allez voir qui sont vos alliés. Qui est-ce qui a vraiment envie de transformer ou changer les choses? D'accord? Allez voir les énergies. La vôtre, déjà. Est-ce que vous avez envie de cette mission? Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Et ensuite, allez voir les gens aussi. Dans quelle énergie ils sont? Moi, j'ai des équipes aujourd'hui, elles sont tellement en train de courir après le temps, de délivrer, corriger les bugs, délivrer, zéro énergie. Et moi, des gens qui n'ont pas d'énergie, j'arrive pas à les changer. Donc, je vais commencer par voir comment je peux les ralentir. Ça, c'est ma manière de faire. Les limites du système. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Hein, je reprends l'exemple, effectivement, de l'auto-organisation. Dans un niveau bleu de la spirale, l'auto-organisation, il n'y en avait pas question, en fait. C'est du management contrôlant. C'est très procéduré. Donc, pour l'instant, l'auto-organisation, je ne le fais pas. Par contre, je fais des petites équipes qui commencent à apprendre ce que c'est l'autogestion et puis d'organiser un peu leur travail, etc. Et je vais y aller par étapes. Et je vais mettre en place de la sécurité psychologique. Avant de donner de l'autonomie, je vais créer de la sécurité psychologique. Donc, regardez les limites un petit peu de ce que vous pouvez faire. Et en voyant tout ça, vous allez pouvoir créer votre chemin. Par quelle étape je vais commencer? Qu'est-ce qui est important de mettre en place en prérequis avant de pouvoir avoir quelque chose de vraiment structurant? D'accord? Je vais construire un chemin. Je vais avoir une stratégie de changement. Et pour moi, ce qui est le plus important, voilà, prenez conscience de ce qui se passe chez vous, avant tout. Et ensuite, allez voir ce qui se passe sur le terrain, mais regardez ce qui se passe chez vous. Et une fois que vous avez conscience, vous pouvez faire en conscience. Vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire. D'accord? Et pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment un motto chez moi. C'est à un moment donné, je peux choisir de faire de la merde, mais je vais choisir de le faire. Et c'est OK. Je sais qu'en ce moment, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les moyens, ou les gens que j'accompagne n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas les moyens, et du coup, pour l'instant, on fait de cette manière-là, et c'est OK. D'accord? Je fais en conscience. Alors, j'aimais bien cette petite citation d'Albert Camus. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Merci à vous. C'est fini. Est-ce que vous avez des questions, des envies, des remarques, des insultes? Des remerciements, du soutien? Ah, et après Laurent. J'avais une question. Vous parliez d'ambition réelle de changement sur le slide d'avant. Comment faire s'il y a une vraie ambition de changement chez une entreprise, mais que l'intention derrière, vous savez qu'elle n'est pas celle qui correspond à vos valeurs? J'avais un exemple derrière, c'est quand j'étais tout début en tant qu'alternant chez Airbus. Je faisais partie de la transformation en fait des chaînes de production pour politiquement, c'était vendu comme améliorer les conditions
du travailleur, mais en fait derrière c'était réduire les arrêts de travail, faire plus d'argent, qu'il y ait moins de blessés. Donc voilà, ça peut être un exemple qui ressort. Ok. Mais il y a plusieurs réponses à ça. Après, ça va dépendre toi-même de ta condition et de tes possibilités. Mais déjà, si c'est contre tes valeurs, je serais tenté de dire n'y va pas. Tu vois, mais des fois, c'est pas possible parce qu'on est mandaté par une société et on nous pousse là. Bon. Après, je serais tenté de dire qu'on a toujours le choix, mais on n'a pas toujours les moyens d'assumer le choix. Après, il y a peut-être moyen d'y trouver aussi des choses, toi, qui te plaît, et qui vont dans un certain sens et qui vont contribuer à l'objectif final. Moi, je sais que des fois, c'est de la manipulation, mais je dis ok, on va faire ça. Et en même temps, je regarde les chemins qui me permettent de faire l'un et quelque chose d'autre. C'est-à-dire, je réponds à des objectifs parce qu'ils sont généralement mesurés. Donc, on vérifie que les KPI ils sont bien ouverts. Et en même temps, j'agis sur d'autres zones pour faire avancer les équipes dans une direction qui me paraît plus saine pour eux. Et ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. Mais en tous les cas, il y a aussi une question de je fais en conscience, toujours. Et des fois, on ne se donne pas l'autorisation d'aller fouiller ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est impuissant et qu'on ne peut rien faire. Mais parce que des fois, on ne se donne pas l'autorisation d'aller voir autre chose. Donc, mon conseil, ça serait ça aussi, c'est se dire, est-ce que c'est une impuissance réelle ou est-ce que c'est moi qui me sens impuissant et du coup, je ne me donne pas l'autorisation de faire? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Une autre question? Il y avait Laurent qui voulait poser une question. Une remarque, c'était sur la spirale dynamique. Oui. Il y a David Desfougères qui a travaillé dessus pour la contextualiser à l'agilité. Ça s'appelle la spirale agile. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais. Je ne connais pas, mais ça m'intéresse. Voilà, David Desfougères, la spirale agile. Je fais de la pub. Mais très bien. Je suis toujours curieux. Merci Pascal pour la présentation. Je suis toujours curieux d'avoir d'autres avis et d'autres manières de voir les choses. T'as d'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Si vous pouvez prendre le temps de me faire des feedbacks, c'est un cadeau hyper précieux pour moi, de manière générale pour tous les orateurs. Ça permet de savoir si on vous a intéressé ou pas, et de savoir si on continue à faire ou pas ce genre de choses. Voilà. Merci à vous.